Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la crise de l'eau en Iran. Nous aurions pu parler de la Jordanie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud ou même du Mexique et pas si loin de l'Espagne. Selon un rapport publié en début d'année par l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé, parler de crise de l'eau dans le sens d'un état temporaire n'est plus exact tant les dommages semblent désormais irréversibles dans certaines zones. Le rapport propose donc le concept de faillite hydrique pour signifier que le renouvellement naturel de l'eau ne permettra plus de retrouver des niveaux acceptables. Alors qu'en est-il de la situation dans l'Hexagone ? En juillet 2025, 40 départements de France métropolitaine sur 96 étaient concernés par une alerte sécheresse et des appels à des restrictions d'eau potable ou de forage. Un tableau qui n'est pas encore critique mais qui appelle néanmoins un effort d'anticipation pour mettre en place une gestion de l'eau qui limiterait les prélèvements d'eau en milieu naturel. Pour cela, il existe au moins deux solutions, réduire notre consommation et développer pour certains usages la reuse ou réhute ou réutilisation des eaux usées. Ça fait 3. C'est dans cette volonté que la métropole de Montpellier, en partenariat avec l'Université de Montpellier, l'Institut européen des membranes et les sociétés DV2E dans le Gard et Chemdoc en Auvergne, lance le projet précurseur Recycle Water for Life. Je sais que t'allais rire. Une unité de traitement de l'eau mobile dans un camion pour produire jusqu'à 110 000 mètres cubes d'eau recyclée. Ouais, je suis dyscalculique. 110 000 mètres cubes d'eau recyclée de haute qualité par an directement en sortie des stations d'épuration. Alors, on va en parler avec notre invité. Il est chercheur, enseignant-chercheur même à l'Institut européen des membranes. Il a travaillé sur ce projet d'unité mobile de traitement de l'eau et il nous en parle dans les prochaines minutes. François Zawiska, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la science. Merci. Elle est quant à elle intarissable de questions avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview à l'Imperio. Yes, thank you very much. Hello. Le reportage nous emmène au CIRAD pour une troisième et dernière visite de la plateforme de technologie alimentaire du laboratoire CaliSud. Enfin, Marianne Dupré-Gabiro nous présente la fête de la nature. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... Alors François Zawiska, pour commencer, on va parler un petit peu de la situation donc dans l'Hérault, à Montpellier en particulier. Donc on sait qu'on s'alimente a priori dans les sources du Lez et canal du Rhône. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, l'eau de Montpellier est essentiellement alimentée par le Lez et avec un complément qui provient du Rhône. Exactement. Est-ce que c'est des sources pérennes ou est-ce que ça nous arrive à nous aussi d'être... Alors pour le coup, on peut parler peut-être de crise pour l'instant, mais... Oui, alors il y a évidemment, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, il y a la région, on peut être en stress hydrique, mais c'est un stress hydrique qui est seulement temporaire. Et donc voilà, il y a l'eau du Rhône qui permet de réalimenter. Mais voilà, on sait que on a connu des événements de sécheresse qui ont mis à mal un petit peu, justement avec des restrictions d'eau, qui ont mis à mal un peu la ville, quoi. Alors pour pallier à ce stress hydrique, quand il arrive, votre projet donc qui s'appelle Recycled Water for Life, il se base sur ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées traitées. De quoi on parle exactement quand on parle d'eau usée ? C'est des eaux qui viennent d'où et qu'on récupère où ? C'est une bonne question. Les eaux usées, c'est les eaux domestiques. Donc c'est les eaux qui proviennent de chez nous, qui proviennent de la cuisine, qui proviennent des douches, qui proviennent des toilettes. Et toutes ces eaux sont collectées. Donc nous, on s'en rend pas vraiment compte. On les envoie à travers des chasses d'eau ou des bondes. Et en fait, c'est envoyé dans des réseaux et c'est envoyé en station d'épuration. Voilà, l'objectif d'une station d'épuration, c'est de traiter ces eaux afin de réduire la charge polluante de telle sorte à ce que le milieu récepteur puisse être protégé, c'est-à-dire puisse encaisser cette charge de pollution.
Alors, vous parlez de station d'épuration, le camion dont on va parler, donc c'est un peu ça, c'est une station, on peut résumer ça comme ça, une station d'épuration mobile ou on peut pas? On peut pas, c'est pas exactement la même chose, c'est un tout petit peu plus complexe, parce que l'idée du camion, je pense qu'on va en parler, hein, mais c'est d'aller traiter les eaux usées traitées, et c'est pas de remplacer une station d'épuration, c'est d'être en complément d'une station d'épuration pour justement aller donner d'autres usages à cette eau. D'accord, donc en gros, on tire la chasse d'eau, l'eau va dans la station d'épuration et le camion, il est là à la sortie de la station d'épuration, il récupère cette eau-là. Exactement, il la retraite et pour ensuite lui donner d'autres usages. Et si le camion n'était pas là, ces eaux-là, on les relargue en milieu naturel, c'est ça? Exactement, et dans le milieu naturel, et dans le cas de la métropole de Montpellier, typiquement, ces eaux sont rejetées dans l'émissaire, donc retournent à la mer. Okay. Donc c'est de l'eau douce que l'on va traiter. Et voilà, c'est retourné à la mer, et de l'eau qui retourne à la mer, c'est de l'eau, en quelque sorte, c'est de l'eau perdue. Parce que voilà, l'eau de mer, c'est une eau qui est extrêmement complexe et coûteuse à traiter. Alors ce camion, si on s'y arrête un petit peu, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on y trouve? Ce camion, il est magnifique. Il est beau comme un camion. Il est beau comme un camion, c'est un bijou technologique. Alors on retrouve différentes unités de traitement qui permet de traiter les eaux usées sorties de station. Et donc c'est essentiellement des procédés membranaires. Et donc voilà, donc il y a une succession de traitements qui permet, avec une certaine modularité, qui permet d'aller fournir différentes qualités d'eau. Donc voilà, c'est un bijou technologique. Et alors qui l'a construit, ce bijou technologique? Le monde a mis la main à la pâte ou il y a... Et non, donc ça a été la société Chemdoc à Clermont-Lérault qui l'a construit. Et c'est vrai que le défi, c'était de faire rentrer toutes ces unités de traitement dans un semi-remorque. Et voilà, donc c'était je pense un casse-tête d'ingénierie. Je pense qu'ils se sont vraiment cassé la tête pour essayer de faire rentrer tout ça. Et donc voilà, ouais. Alors on va s'attarder un peu plus précisément sur ces technologies membranaires, c'est un peu votre spécialité, vous êtes à l'Institut européen des membranes. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, il y a plusieurs techniques de purification de l'eau, enfin c'est peut-être même pas le mot, mais de traitement de l'eau avec des membranes, on parle de microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration ou d'osmose inverse, et il y a toujours des membranes qui sont au centre de ce principe? Exactement, alors c'est que ce soit la micro, l'ultra, la nanofiltration ou l'osmose inverse, ce sont des familles de procédés membranaires. Et le but, c'est justement, c'est comme un filtre à café, mais où on pourrait contrôler la taille des pores, et c'est la taille des pores qui conditionne en quelque sorte la qualité d'eau. Donc ça présente beaucoup d'avantages une membrane, parce qu'une membrane, ça ne défaille jamais. Donc ça assure une qualité pérenne, quelles que soient les conditions. Une membrane peut se colmater, mais la qualité qui sort est toujours irréprochable. Et vous arrivez à éliminer tous les contaminants qui ne sont pas souhaitables dans l'eau avec ces différents types de membranes? Est-ce qu'il y a des membranes qui sont spécifiques d'une qualité de l'eau et d'autres qui assurent une qualité d'eau supérieure, par exemple? Oui, exactement, c'est ça. Donc ces familles en microfiltration, on est capable de retenir des choses de plusieurs dizaines de micromètres. Ensuite, on se retrouve sur l'ultrafiltration, où on va aller encore plus bas. La nanofiltration, on va être sur la dizaine de nanomètres. Et ensuite, l'osmose inverse, où on arrive quasiment à quelque chose d'ultime, c'est-à-dire on est capable de retenir quasiment tous les pollutions. C'est joli, osmose inverse comme mot, c'est très joli. Il y a une autre technologie innovante dans ce projet, donc c'est le traitement par ultraviolet qui permet de désinfecter l'eau. Alors si j'ai bien compris, c'est la société BioUV, donc c'est pas l'IEM qui s'occupe de ça. Non. Vous pouvez quand même nous décrire un peu ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors le traitement UV, c'est un traitement de désinfection, donc pour aller éliminer tout ce qui est pathogène, tout ce qui est micro-organismes, bactéries, virus, etc. Le principe des UV, c'est d'envoyer justement à travers l'eau, d'envoyer un rayonnement ultraviolet qui permet donc justement d'aller cibler l'ADN des micro-organismes et d'aller créer une anomalie sur cet l'ADN, et donc empêcher la réplication de ces micro-organismes et donc entraîner la mort des cellules. Donc c'est un procédé de désinfection physique qui marche bien et qui est justement sans produits chimiques. Et oui, parce qu'on imagine, dans le traitement de l'eau, on imagine toujours des produits chimiques. Là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas.
Vous parlez aussi d'électrochloration. Là, il y a le mot chlore, du coup, ça change. Oui, alors là, du coup, c'est un autre procédé de désinfection, mais qui marche très très bien également. Alors le chlore, il fonctionne très bien en tant que désinfectant, mais surtout, ça a son avantage. Donc c'est un composé chimique, donc il est produit à partir du sel, simplement du chlorure de sodium. Ça peut être du sel de table, et simplement sous l'influence d'un champ électrique, on va pouvoir aller oxyder ce sel pour former ce qu'on appelle du chlore actif. Donc en gros, c'est de l'eau de Javel. Et l'avantage de l'eau de Javel, c'est qu'il y a un effet rémanence. Ça veut dire qu'on assure ce côté désinfectant sur une certaine durée. L'eau de Javel, ça vient du sel ? L'eau de Javel, ça vient du sel, exactement. Révélation. Alors, vous nous l'avez dit, les eaux usées que vous traitez par tous ces procédés, vous les récupérez en station d'épuration. Et pour le projet Life Rewa, vous avez choisi 5 usines de traitement. Alors, on va les lister. Il y a Saint-Georges-d'Orc, Cournonterral, Villeneuve-les-Maglones, Fabrègues et Lattes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement ces 5 stations d'épuration-là pour le projet Life Rewa ? C'est une bonne question. Alors ces 5 stations, ça a été réfléchi justement avec le consortium du projet. Et l'idée, c'était de montrer la modularité et la preuve de concept de notre camion. Et pour ça, on a choisi 5 stations d'épuration avec des caractéristiques très différentes en termes à la fois de traitement, en termes d'usage et en termes justement de type de stations. Il y a des stations plus rurales et des stations plus urbaines. Alors la reuse, c'est très encadré au niveau législatif. Il y a un arrêté préfectoral depuis décembre 2024, donc dans le cadre de votre projet, qui encadre l'utilisation des eaux usées recyclées dans certains usages en fait. Donc quels sont les usages autorisés dans votre projet ? Alors il y a 4 usages qui ont été définis. C'est non pas 4 usages, 4 qualités pour plusieurs usages. Donc on va retrouver une qualité, on va dire plus, la meilleure qualité qui peut être produite. Alors il faut savoir que on est très proche de l'eau potable, voire même plus en termes de qualité. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est pour des usages, ça fait référence à tout ce qui produit des aérosols. Donc on va retrouver le nettoyage des voiries, on va retrouver les réserves d'incendie, etc. Et donc c'est pour, si jamais il y a des passants qui passent, c'est pour être sûr de les protéger d'un point de vue sanitaire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois Alors on a des qualités justement un peu plus dégradées. On va retrouver une qualité justement pour l'irrigation maraîchère. Donc là c'est la qualité juste en dessous. On va retrouver une qualité pour des usages industriels et on va retrouver une qualité pour principalement agricole, typiquement pour les vignes, etc. L'irrigation, d'accord. L'irrigation. Ouais, c'est ça. Alors, vous nous avez dit qu'avec ces procédés, vous étiez capable de produire de l'eau qui soit d'une qualité d'eau potable, mais pourtant, on ne peut pas la boire. Pourquoi ? Et non, pas encore. J'espère que ça va évoluer peut-être un jour, mais il faut savoir que l'eau potable, dans les types de consommation, ça ne représente pas grand-chose. Nous, on a besoin de 2 litres par jour par habitant. Alors que typiquement un habitant consomme 200 litres environ, un tout petit peu moins de 200 litres par jour. Donc je pense que on n'est pas encore prêt, surtout l'ARS, les différents organismes de protection, même si on en est capable d'un point de vue technologique, on n'en est pas encore là d'un point de vue législatif. Et je pense que il faut y aller doucement, c'est-à-dire déjà montrer le chemin, montrer la preuve de concept et pourquoi pas après élargir les usages. Et finalement, le public n'est pas forcément prêt non plus, parce qu'il y a une autre dimension dans votre projet qui est l'acceptabilité sociale. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt vous en tant que chercheur ou la métropole qui l'a mené, mais il y a eu une enquête dans votre projet auprès de 100 personnes à Montpellier pour voir si les gens étaient prêts à avoir dans leur environnement un usage d'une eau qui serait recyclée et qui préviendrait d'une eau traitée. Est-ce que vous savez, vous, ce qu'en est ressorti de cette enquête ? Oui, alors en effet, c'est la métropole qui a mené cette enquête, mais du coup, dans l'ensemble, la réutilisation des eaux usées, les gens sont assez favorables à ça, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau vraiment des crises hydriques, du stress hydrique, des sécheresses, etc. Et que si on peut trouver des solutions, c'est une solution qui paraît assez logique. Et donc dans l'ensemble, il me semble qu'il y a une bonne acceptabilité de cette pratique.
Alors on va revenir sur ce petit cycle que vous proposez, ce cycle de l'eau. Donc on a compris que votre camion il se trouve entre le milieu naturel où on rejette normalement et la station d'épuration. Mais pour que ça aille dans un usage industriel, voirie ou autre, qu'est-ce que vous en faites entre-temps ? Il faut la stocker ? Exactement, faut la stocker. Donc pour ça, donc sur les 5 sites qui ont été définis, on a proposé de faire un stockage dans des bâches. Donc c'est environ, le stockage c'est environ entre 500 mètres cubes et 1000 mètres cubes. Et donc voilà, on a des bâches de 200 litres, de 500 litres. Et voilà, c'est de la stocker et ensuite avec des systèmes de bornes, pour pouvoir la tracer l'usage. Donc il faut savoir que dans ces bâches, il va y avoir une qualité qui va être définie. Et donc voilà, pour certains utilisateurs qui auront évidemment l'autorisation. Et donc ils pourront se servir gratuitement de l'eau mise à disposition et en faire l'usage qui correspond à la qualité que l'on fournit. Concrètement, ces bâches, ça ressemble à quoi ? Des gros ballons un peu, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est des grosses... Mais je pense qu'on a tous vu ces bâches, ces grosses bâches vertes. On peut se trouver par exemple, typiquement dans les plages, on voit des grosses bâches en plastique. Donc c'est pas des ballons, c'est un peu plat, forcément, mais du coup c'est des bâches molles, où on va stocker de l'eau. Alors en quantité d'eau, avec le projet Life Riwa, vous avez pour objectif de traiter 110 000 mètres cubes d'eau par an, c'est ça ? Exactement. Et alors, pour essayer de se rendre compte de ce que ça représente à l'échelle de la métropole, est-ce qu'on a une idée ? C'est une goutte d'eau dans la quantité d'eau qui sort des stations d'épuration de la métropole ? Est-ce qu'on peut le mettre en perspective ? Oui, alors on est de l'ordre de... C'est sûr que c'est pas grand-chose, on est de l'ordre de quelques pourcents. Mais c'est déjà super. Je veux dire, c'est une grosse goutte. C'est une grosse goutte et bon, faut savoir qu'on est quand même il y a plus de 400 000 équivalents habitants. Donc voilà, l'idée, l'objectif de ce camion, c'est de montrer chemin, de montrer la preuve de concept et et pourquoi pas monter plus tard en échelle. Je crois qu'on est à 32 millions de mètres cubes d'eau, c'est ça ? Ça vous parle ? Oui, ça doit être ça. Par an, c'est ça, ça doit être ça. Je n'ai pas calculé le pourcentage. Ça permet de se rendre compte un petit peu, si on peut se rendre compte. Mais alors, on va parler argent. Ça a un coût, j'imagine, cette expérimentation. Vous connaissez à peu près Ouais, je pense qu'on est au-delà du 1,5 million pour ce projet. Avec tout ce qui va, vraiment tout ce qui va, enfin l'intégralité du projet. Et est-ce qu'on pourrait imaginer le développement d'autres camions, justement ? Est-ce qu'on peut imaginer, là on est vraiment dans la preuve de concept, ou on peut déjà envisager peut-être que ça essaime un peu ? Oui, alors oui, on pourrait envisager d'autres camions, on pourrait le dupliquer, mais même je pense que si... Pour faire mieux, l'idée, ça serait carrément de cibler vraiment les usages, c'est-à-dire pour que ça soit le plus pertinent possible la réutilisation, c'est vraiment de connaître les besoins et d'aller délivrer, au lieu d'avoir un camion qui délivre, qui est polyvalent, d'avoir une qualité peut-être plus ciblée, propre aux besoins locaux. Donc d'avoir ça peut être des unités mobiles, mais pourquoi on pourrait imaginer des unités fixes, et donc ça réduirait les coûts fortement. Alors justement, il y a une expérimentation intéressante aussi qui a été menée dans une papeterie en Isère, une usine de papier, c'est peut-être pas pareil qu'une papeterie, une usine de papier Alstom. Alors, oui. C'est intéressant ça, parce qu'on sait que l'industrie du papier consomme beaucoup d'eau. Exactement, l'industrie du papier consomme beaucoup d'eau, donc on a eu l'occasion de pouvoir tester notre camion justement dans cette industrie-là, et on a fait la preuve de concept. Il faut savoir que c'est la qualité qui était demandée, c'était une qualité très très élevée avec des conductivités très très faibles, et on a montré que on était capable de délivrer cette qualité d'eau et voilà, de montrer que le camion fonctionnait bien. Et c'était pour nous de pouvoir le faire sur un site industriel, c'était une bonne chose, et ça nous permettait de pouvoir valider la preuve de concept de ce camion avant de passer justement sur d'autres usages, des usages plus municipaux. Et justement, le retour que vous avez pu avoir avec la collaboration avec cet industriel, est-ce que l'eau qu'ils ont utilisée du camion, c'est autant d'eau qu'ils ont prélevée en moins, eux, dans le milieu naturel ?
Eh bien exactement. Du moment où on fait un usage de l'eau, c'est forcément une économie. L'économie, elle est réelle. Hein. Du moment, alors tout à l'heure, on parlait justement des 110 000 mètres cubes jour, mais le truc, c'est à l'année, pardon, c'est quoi qu'il arrive, même si ça paraît pas en grand chose, c'est toujours ça en moins de prélever dans le milieu naturel. Eh ben merci beaucoup François, c'était passionnant. Eh ben merci à vous. Et longue vie à ce beau camion. Longue vie à ce projet, longue vie à ce camion et vive la réussite. Eh ben vous viendrez nous en reparler, c'est parti. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline. Oui, et pour ce dernier reportage à la plateforme de technologie alimentaire du laboratoire... Pardon, pour ce dernier reportage à la plateforme de technologie alimentaire du laboratoire Cali Sud, on va parler de lyophilisation avec Charlotte Delpech, qui nous détaille ce procédé de séchage par le froid qui permet de garder bien rouges les fraises dans vos céréales du petit déjeuner, de préparer les repas des cosmonautes et même de stabiliser des médicaments. T'as fait exprès, lyophilisation et émission sur l'eau? Non, même pas. Si, bien sûr, tout à fait, c'était prévu. On écoute. Donc la lyophilisation, en gros, c'est le principe de sécher par le froid. Donc c'est-à-dire que on va conserver les propriétés du produit pratiquement intactes au niveau de la structure, au niveau organoleptique, couleur, au niveau des nutriments, au niveau de tout ce qui est composition. Et donc en fait, la lyophilisation, ça s'appuie sur le principe de sublimation. Donc la sublimation, c'est quand l'eau, elle passe de l'état, donc elle est à l'état solide et elle va passer de l'état solide à l'état vapeur. Donc c'est-à-dire que on va congeler le produit, donc qui va être stabilisé, et ensuite on va faire baisser la pression pour pouvoir permettre le principe de sublimation. Donc l'eau qui était solide sous forme donc glace va se vaporiser instantanément et sortir du produit. Alors il y a plusieurs types de lyophilisateurs. On va pouvoir réguler plusieurs paramètres. Donc les paramètres importants, ce sont la température et la pression. Et donc on va disposer les produits sur un plateau qui est maintenu à une température basse, et ensuite on va faire le vide pour pouvoir permettre de passer de l'état solide à vapeur. Dans un cycle de lyophilisation, on va avoir deux parties. Il va y avoir donc le séchage primaire qui est vraiment la sublimation, mais on va pas avoir toute l'eau qui va être extraite à ce moment-là. Il en reste encore un peu de l'eau résiduelle. L'eau qui va être liée au produit vraiment intrinsèquement. Et donc là, on va commencer une phase de séchage secondaire et on va monter légèrement la température, toujours en étant en dépression, et on va faire une désorption de l'eau qui va rester dans le produit. Quel type d'aliments ou de produits on met dans ces lyophilisateurs ? Alors, on peut mettre beaucoup de choses différentes. Le procédé de lyophilisation a commencé à prendre de l'essor au niveau de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on avait besoin de stabiliser la pénicilline et les plasmas sanguins. Donc ça a été un peu comme ça que le procédé a commencé à se développer. Ensuite, il y a eu les travaux de la NASA pour tout ce qui concerne l'alimentation en fait des astronautes, parce que il faut qu'ils emportent avec eux de la nourriture qui puisse être stable, donc qui puissent être légères aussi, qui ne prennent pas trop de place et qui puissent se réhydrater correctement pour pouvoir ensuite l'ingérer. Et donc, on a commencé à faire des soupes déshydratées, on connaît particulièrement le café, il y a eu même des glaces lyophilisées qui ont été créées. Ensuite, on utilise aussi beaucoup pour la médecine, pour tout ce qui va être vaccin ou poudre à réhydrater, poudre pharmaceutique à réhydrater. On va l'utiliser aussi beaucoup pour tous les produits dont on veut garder l'aspect, on va dire, extérieur visuel joli. Par exemple, les fraises qu'il y a dans les paquets de céréales, elles sont lyophilisées. Si elles avaient été séchées par des moyens classiques, elles seraient toutes rabougries, ce serait pas joli. Donc, comme ça permet vraiment de garder intacte la structure du produit, ça permet d'avoir des produits qui vont être beaux. Alors, chez Cali Sud, la lyophilisation, elle va beaucoup servir pour stabiliser des échantillons. Donc, par exemple, il y a une thèse qui commence. On veut avoir le même lot de produits, mais il faut les conserver pendant 3 ans pour pouvoir faire les manips. On va par exemple lyophiliser. Alors, on fait de tout. Donc, dans l'agroalimentaire, légumineuses, fruits, de la mangue, de la grenade récemment, des champignons, des extraits végétaux, tout ce qu'on veut. Et donc, chez nous, c'est vrai qu'on va beaucoup faire de la conservation
filtration ou aussi du séchage avant extraction en fait. Quand on veut vraiment stabiliser le produit après un traitement, on veut pas le déstructurer ou on veut garder vraiment ses propriétés pour les analyser ensuite. On est obligé de passer par la lyophilisation pour vraiment avoir le produit le plus intact possible avant les analyses. L'inconvénient, parce qu'il y a toujours un inconvénient, c'est que ça reste un procédé qui va être assez long, qui va être assez coûteux en énergie. On doit refroidir des éléments jusqu'à moins 80 degrés. Donc, c'est utilisé principalement pour des produits à forte valeur ajoutée ou alors, quand on est dans la recherche et qu'on a besoin vraiment de stabiliser des choses pour pouvoir les analyser, quoi. Et j'accueille maintenant notre invitée de dernière minute. Bonjour Marianne Dupré-Guébiro. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Alors oui, très bien. Alors on vous connaît maintenant, mais je vous représente. Vous êtes chef du service culture scientifique à l'UM et vous nous parlez aujourd'hui de la fête de la nature qui aura lieu le 22 mai au Jardin des Plantes et à l'Institut de Botanique. Alors cette journée, Marianne, elle commence par un temps dédié aux scolaires, c'est bien ça ? Oui, et du coup, effectivement, le 22 mai, c'est l'occasion de la fête de la nature à l'Université de Montpellier et l'université se mobilise pour proposer une journée entièrement dédiée à la découverte du vivant et des enjeux de la biodiversité. Et l'université ouvre ses portes, donc le 22 mai, comme on a dit, à la fois aux scolaires en journée, mais aussi au grand public, avec une programmation qui va mêler sciences, immersion dans la nature, échange avec les chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants et personnels de l'université, qui sont tous réunis pour partager leurs connaissances et montrer que la science peut être accessible à toutes et tous. Et on a 3 lieux en fait emblématiques. On aura de terrains d'exploration, la faculté de pharmacie de Montpellier, le Jardin des Plantes et l'Institut de Botanique. Et en effet, comme tu dis, j'avais oublié la fac de pharmacie. C'est pas... et en effet, cette journée débute avec un temps spécialement pour les scolaires. Une centaine d'élèves seront accueillis tout au long de la journée pour vivre des expériences immersives autour de la biodiversité. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir la science autrement, de manière concrète, avec des élèves qui vont participer à des ateliers, manipuler, observer, explorer. Donc, comme je disais, à la faculté de pharmacie, ils vont pouvoir découvrir comment on passe de la plante au médicament, mais aussi au Jardin des Plantes. Ils vont suivre un parcours pour comprendre comment les êtres vivants s'adaptent à leur environnement. C'est vraiment une approche très vivante qui va permettre de mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité. Et en soirée, donc, on ouvre grand les portes à partir de 17h au grand public. Exactement, à partir de 17h, place au grand public avec une visite guidée au Jardin des Plantes de Montpellier. C'est un lieu exceptionnel, le plus ancien jardin botanique de France, et cette visite va permettre de découvrir à la fois son histoire, les collections végétales, mais aussi les enjeux très actuels. On va notamment parler de la manière dont ces plantes s'adaptent au changement climatique, comment la flore évolue et pourquoi ces espaces sont essentiels pour observer ces transformations. C'est vraiment une visite qui permet un autre regard sur la nature en ville, et je mets juste une petite attention, il y a un nombre de places limité, 25, donc il faut vraiment réserver, et pour cela, je l'indiquerai peut-être à la fin sur le site web fêtedelanature.com. Et oui, c'est gratuit, mais sur inscription. Oui, parce qu'il n'y a que 25 places, donc voilà, il faut, ça peut partir assez vite. Et à 18h30, rendez-vous à l'Institut de Botanique. Et là, on pourra assister à une projection du documentaire Mamodi, le dernier creuseur de baobab. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch ? Et oui, donc à 18h30, voilà, on va faire un autre concept, format, film débat, un film qui nous amène à Madagascar. On va rencontrer Mamodi, qui est l'un des derniers creuseurs de baobab, avec ce savoir-faire qui consiste à transformer ces arbres en véritables ressources d'eau. Et à travers de son histoire, on va pouvoir découvrir plusieurs sujets très actuels, la gestion de l'eau, les savoirs traditionnels et l'adaptation au changement climatique. Voilà, ça va être particulièrement intéressant d'avoir ce croisé de regards sur ces pratiques et les enjeux scientifiques contemporains. Pour les fans de Sud de Sciences, je crois que c'est un documentaire qu'on avait déjà vu dans cette programmation, c'est ça ? Oui, en fait, il a été effectivement au festival il y a 3-4 ans peut-être. Et voilà, on se permet de le refaire parce qu'il avait intéressé beaucoup de monde. Et vous avez raison, il était absolument formidable. Et cette projection, justement, elle va être suivie donc d'un débat avec Cyril Cornu et Jean Albergel, je ne sais pas bien prononcer. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux personnes ?
Donc oui, à la suite de la projection, on aura effectivement la chance d'accueillir 2 intervenants qui ont des profils très complémentaires. Donc d'abord Cyril Cornu, qui est biogéographe, chercheur au CIRAD, spécialiste des baobabs et des écosystèmes de Madagascar. Et c'est aussi le réalisateur du film, donc il pourra partager son expérience de terrain et son regard scientifique. Et à ses côtés, nous aurons Jean Albergel, qui est directeur de recherche émérite à l'IRD, spécialiste des questions liées à l'eau, à la gestion de l'eau, et notamment en région méditerranéenne et saharienne. Donc cet échange va vraiment permettre de croiser les approches entre sciences, savoirs locaux, mais aussi de découvrir avec le public d'autres questions ou d'autres questionnements sur justement tous ces enjeux liés à l'eau. Alors, on rappelle, donc c'est le 22 mai à partir de 17h pour la visite, 18h30 pour la projection. C'est gratuit, mais c'est sur inscription. Donc c'est gratuit sur inscription, fortement conseillé pour la visite. Voilà, je vais juste dire donc nos partenaires, la faculté de pharmacie, faculté de médecine, le jardin des plantes. Nous avons aussi les Amis d'Univers La Cité, l'association Prévention Maïs qui nous aident à construire cette journée, vraiment pour apprendre, expérimenter et échanger autour de la biodiversité et de ces enjeux. Et tout ça au cœur de sites historiques et scientifiques de l'Université de Montpellier. Ça va être très très chouette. Je vous conseille de vous renseigner. Et pour vous renseigner, un moyen, sur le site web faitesdelascience.com et vous tapez Montpellier, Université de Montpellier, et vous allez trouver les différentes actions que l'on propose, et sinon nous contacter au niveau du service de culture scientifique. Et on relayera également sur la page de l'émission. Super. Merci beaucoup Marianne, à très vite. Merci à vous, merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.